Ce que j'ai l'intention de faire maintenant, c'est de transcrire le contenu du journal de feu mon oncle, que j'ai découvert lors de mon travail de déminage. La plupart de son contenu n'est pas pertinent, ne donnant malheureusement que peu d'informations sur l'état d'esprit de David. C'était jusqu'à ce que j'arrive au dernier jour, avant sa disparition. Les entrées du journal ont répondu à certaines de mes questions, mais en ont soulevé beaucoup d'autres. Cela deviendra évident au fur et à mesure de mon histoire. Vous vous demanderez peut-être aussi comment le journal n'a pas été découvert pendant toutes ces longues années, pendant lesquelles la police et ma mère étaient sur l'affaire. Eh bien, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, et donc tout ce que je peux dire, c'est de lire la suite. Alors commençons par l'entrée de mon oncle David, pour le 9 juillet 2001. Aujourd'hui, il faisait plutôt beau. Il a commencé nuageux, mais le soleil est sorti dans l'après-midi. Cela fait un changement agréable après toutes les pluies des derniers jours. Dieu merci, car j'ai beaucoup de travail à faire. J'ai passé la matinée dans mon atelier à finir mes nouveaux villageois, tout en retouchant la peinture de certains de mes anciens. L'uniforme de l'agent de police avait besoin d'être retouché, et je suis ravi de présenter le nouveau croque-mort à Mauville. Comme toujours, je dois travailler avec une précision minutieuse sur mes petites personnes pour les rendre parfaites. L'attention aux détails est tout dans cette ligne de travail. Dans l'après-midi, j'ai profité du soleil pour effectuer des travaux dans le village, polir le dôme de la mairie et remplacer 3 des arbres du parc du manoir. À mon grand mécontentement, j'ai vu que le chat errant avait de nouveau envahi mon village. Je n'ai pas vu le petit bâtard, mais j'ai trouvé des preuves de son intrusion, avec des rayures sur les murs de l'église et plusieurs villageois déplacés, dispersés dans la rue, avec un manque de respect flagrant. Cela devra cesser. J'ai téléphoné au conseil pour me plaindre, demandant que le contrôle des animaux capture les animaux errants. Mais je doute qu'il fasse quoi que ce soit à ce sujet. Je devrais peut-être prendre des mesures moi-même. Ma sœur a appelé ce soir. Je n'ai pas répondu, mais elle a laissé un message sur la machine. Cela n'a fait qu'ajouter à mon agacement. Je sais qu'elle veut bien faire, mais j'aimerais qu'elle me laisse tranquille pour continuer mon travail. Eh bien, demain est notre jour. 10 juillet 2001. Je suis plus que furieux. Il m'a fallu toute la journée pour retrouver un certain niveau de sang-froid, afin que je puisse écrire mon expérience et tenter de surmonter ma colère. La journée a commencé comme une autre. Je me suis levé et j'ai voyagé à Mauville pour commencer à travailler. Ce que j'ai découvert était une atrocité. Quelqu'un, ou probablement plusieurs personnes, étaient entrés par effraction pendant la nuit et avaient semé la dévastation dans un acte de pure barbarie. Le gros des dégâts se limite à la rue principale. Plusieurs villageois étaient irréparables. L'épicier, le laitier et la postière, tous mis en pièces. Je ne sais pas comment quelqu'un pourrait être si cruel. Il y a eu des dégâts superficiels sur plusieurs bâtiments, mais les vandales avaient passé leur colère sur l'église, brisant le clocher en 2, écrasant le toit et piétinant le bâtiment dans le sol. Je vais devoir reconstruire toute l'église à partir de zéro. J'étais tellement en colère que des larmes coulaient sur mes joues, et je devais contrôler ma respiration avant d'envisager mon prochain mouvement. Une fois que je me suis un peu calmé, j'ai téléphoné à la police pour signaler cet acte de destruction gratuite. Malheureusement, cela n'a fait qu'ajouter à ma colère. Ils ont dit qu'ils traiteraient mon rapport et enverraient un gendarme en temps voulu. Mais je pouvais dire qu'ils ne le prenaient pas au sérieux. Il ne fait aucun doute que le vandalisme a été commis par des voyous adolescents locaux. Les enfants d'aujourd'hui ne valent guère mieux que les animaux, semi-sauvages et sans discipline de la part de leurs parents ou de leurs enseignants. La police ne fera rien pour les arrêter et ces délinquants se déchaînent, détruisant des biens et ruinant la vie des gens. Ce pays est vraiment allé au chien. J'ai passé le reste de la matinée à nettoyer les dégâts, mais il y avait une autre tournure écœurante à cette histoire immonde. Je l'ai presque manqué au début, caché comme il était à l'arrière de l'église détruite. Quand je l'ai vu, mon cœur s'est figé pendant une seconde, et je crois avoir subi un moment de véritable terreur. La figurine a été construite à la même échelle que mes villageois, 1 à 72, ce qui signifie qu'elle ne mesurait qu'1 pouce de haut. J'ai tout de suite su que ce n'était pas l'une des miennes. Après avoir récupéré de mon choc initial, je me suis mis à 4 pattes pour l'examiner de plus près. Ce que j'ai vu
était une faucheuse. Une silhouette sinistre vêtue d'une robe sombre jusqu'aux pieds, et avec une capuche couvrant sa tête. Le personnage n'avait pas de visage, mais portait une faux presque aussi grande qu'elle. Sa lame, faite d'un véritable petit rasoir. J'ai trouvé la figurine répugnante, et il n'aurait jamais une figurine aussi laide dans mon village. Mais cela a soulevé la question troublante de savoir qui avait abandonné ce personnage, et pourquoi. J'ai commencé à douter de ma théorie initiale à ce moment-là, pensant que c'était une astuce trop sophistiquée pour les voyous adolescents. Peut-être est-ce l'acte d'un villageois modèle rival, jaloux de ma création. J'ai ramené la figurine de la faucheuse dans mon atelier pour l'examiner de plus près. Je l'examinais à la loupe, impressionné par la précision dont avait fait preuve son constructeur. C'était clairement le travail d'un professionnel. Il y avait cependant quelque chose de très déconcertant dans la miniature, un sentiment effrayant que je ne pouvais pas du tout expliquer. Mais les choses ne sont devenues que plus étranges. Quand j'ai ramassé la figurine, j'ai trouvé qu'elle était glacée, comme si elle venait juste de sortir du congélateur. Mais alors que je la tenais dans ma main, la figurine s'est soudainement et inexplicablement réchauffée. Et en un instant, elle est devenue si chaude qu'elle a brûlé ma main, me forçant à la laisser tomber par terre. J'admets avoir juré de rage en regardant la petite faucheuse allongée sur le plancher de bois de mon atelier. Je ne pouvais pas comprendre ce qui venait de se passer. Était-ce une sorte de nouvelle technologie ? J'admettais volontiers ne pas être à jour question technologie, donc je suppose que c'était possible. J'aurais dû garder la silhouette comme preuve, mais dans ma colère, j'ai agi à la hâte, utilisant des pinces pour ramasser la miniature chauffée au rouge et la déposer dans le four, regardant avec une sombre satisfaction, alors qu'elle brûlait en cendres. C'est l'heure de se coucher maintenant, mais je suis toujours en colère et confus, donc je doute que je vais dormir beaucoup ce soir. En tout cas, je reviendrai à Mauville tôt le matin. Je prie pour que cet horrible incident soit unique et que je puisse le mettre derrière moi. 11 juillet 2001. Les intrus reviennent dans la nuit. C'était naïf pour moi de penser qu'ils ne le feraient pas. Je suis en colère mais aussi profondément perturbé. Laissez-moi essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Je suis arrivé à Mauville peu après l'aube et je suis allé travailler à la reconstruction de l'église. Au début, il ne semblait pas y avoir de dégâts supplémentaires. Mais j'ai ensuite remarqué que plusieurs villageois avaient disparu. Le propriétaire du pub, l'institutrice, le pompier, l'infirmière et le maire étaient tous partis. J'ai cherché frénétiquement mon petit peuple, espérant contre tout espoir que je les avais tous simplement égarés. Je n'ai pas pu trouver leur corps, mais j'ai trouvé leur tête. Oui, j'ai du mal à croire ce que j'ai écrit, mais c'est ce que j'ai trouvé. 5 minuscules têtes coupées, toutes soigneusement empalées sur les grilles devant la mairie, formant un étalage malade et macabre. Je pouvais à peine en croire mes yeux. J'étais horrifié, dégoûté et aussi étonné. La quantité d'efforts qu'il a fallu pour retirer les têtes des modèles d'un pouce et les monter sur des garde-corps de seulement quelques millimètres d'épaisseur. Cela défiait presque toute croyance. J'ai eu du mal à respirer pendant que j'examinais la scène. Mais ensuite, je l'ai vue. La miniature de la faucheuse, cette figure détestable, se tenait juste là, au milieu de la rue principale. C'était comme s'il se moquait de moi. Ça ne pouvait pas être la même figurine que la veille. Je l'avais regardée brûler pour l'amour de Dieu. J'ai fixé la faucheuse un moment, avant de réaliser que celui qui l'a fait devait en avoir fait plusieurs. Je me suis senti paranoïaque à ce moment-là, scrutant l'horizon, alors que j'imaginais que mon bourreau me regardait de loin. Je me suis cependant vite rassuré. J'étais sûr que le vandale était trop lâche pour montrer son visage en plein jour. Il reviendrait sûrement sous le couvert de l'obscurité, mais la prochaine fois, je l'attendrai. Dans un accès de rage, j'ai piétiné la faucheuse sous ma botte, l'écrasant en petits morceaux. Trop, c'est trop. Ce soir, je monterai la garde ici, et je prendrai ce bâtard en flagrant délit. Il va regretter de s'être moqué de moi. 12 juillet 2001. Je suis en enfer. Est-ce réel? Je ne comprends pas, et j'ai tellement peur. Je me suis endormi à un moment de la nuit, allongé sur l'herbe à côté de mon précieux village. Ce n'était pas mon intention de le faire, mais j'étais tellement fatigué. Quand je me suis réveillé, j'ai immédiatement réalisé que quelque chose n'allait pas. Cela ressemble à un cauchemar, mais d'une certaine manière, c'est réel. L'herbe sur laquelle j'avais dormi était maintenant aussi haute que moi.
J'ai regardé les brindilles avec étonnement, puis la boue sous mes pieds. Dans la confusion, j'avançais en titubant, me frayant un chemin à travers les hautes herbes et espérant en vain qu'il y avait une sorte d'explication logique. J'ai vu un pissenlit 2 fois ma taille et j'ai failli faire une crise cardiaque. Mais ce n'était que le début. Alors que je marchais péniblement dans la boue, j'ai vu la saleté devant moi bouger, alors que quelque chose d'énorme émergeait de sous le sol. J'ai reculé, reculant d'horreur, alors que je regardais une énorme bête visqueuse, ressemblant à un serpent, creuser son chemin jusqu'à la surface et se glisser hors du trou qu'elle avait créé. Il m'a fallu un moment pour réaliser ce que je voyais. Alors que sa forme rose et segmentée se tortillait à l'air libre. C'était un ver de terre, mais il avait atteint une taille immense, une taille impossible. Je me tenais là, paralysé par la peur, alors que je regardais la bête ramper aveuglément vers moi. Mais un instant plus tard, une ombre énorme est apparue au-dessus de ma tête. Une forme massive qui nous éclipsait à la fois moi et le ver. Il y a eu un cri tout puissant, un vacarme aigu qui m'a presque assourdi. Une seconde plus tard, l'énorme bête ailée plongea. J'ai regardé avec terreur. La créature empalait rapidement le ver de terre, avant de le fixer dans un bec puissant. La bête ailée poussa un nouveau cri, alors qu'elle battait ses vastes ailes et remontait vers le ciel bleu. J'ai levé les yeux lorsque mon improbable sauveur s'est envolé, et j'ai été une fois de plus étonné de reconnaître les plumes noires, brunes et blanches de l'oiseau monstre, dont j'ai réalisé qu'il n'était rien de plus qu'un moineau de jardin commun. J'ai éclaté à ce moment-là, ne comprenant toujours pas, mais sachant que j'étais en grave danger. J'ai sprinté pendant si longtemps, me frayant un chemin à travers les grands brins d'herbe et les fleurs sauvages géantes. Finalement, j'ai atteint le bord de la prairie et me suis retrouvé à marcher sur du béton dur. Je me suis arrêté et j'ai regardé devant moi. Puis, je l'ai vu. Mauville, mon village miniature. Sauf que ce n'était plus miniature. L'échelle était de 1 à 1. L'hôtel de ville me dominait et l'église détruite dressée devant moi. Et les villageois étaient à la hauteur de ma propre taille. Mon cerveau fatigué avait du mal à comprendre les implications terrifiantes, et la réponse était aussi évidente qu'impossible. Mauville n'avait pas atteint sa taille normale du jour au lendemain, mais à la place, j'avais été rétréci. Inexplicablement, je ne mesurais plus qu'1 pouce, une proie potentielle pour les insectes et les petits oiseaux, et avec rien d'autre que les vêtements sur mon dos et le journal que je portais avec moi, qui a également été réduit à une taille proportionnellement petite. De plus, j'étais piégé dans ma propre création. Un habitant de mon village miniature et entièrement coupé du monde réel. J'ai essayé de contrôler ma panique en marchant lentement le long de la rue principale, que j'avais si soigneusement construite et entretenue pendant toutes ces années. J'étais certainement effrayé par ce développement inexplicable, mais aussi exalté de voir mon bien-aimé village d'une manière que je n'aurais jamais cru possible dans mes rêves les plus fous. Mais ma fascination enfantine n'a pas duré. Dès que j'ai eu une nouvelle menace à affronter, j'ai entendu un son familier, un sifflement infect, amplifié au centuple. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu la bête, un léviathan pour moi, dans ma forme réduite. C'était le matou noir, le chat errant qui m'avait causé des ennuis au cours des dernières semaines. J'avais été capable de voir le félin assez facilement quand j'étais un homme de 1m80. Mais maintenant, le petit chat était aussi gros qu'un T-Rex par rapport à ma taille. Il se tenait à l'extrémité du village, ses yeux verts affamés, me fixaient comme si je n'étais rien de plus qu'une friandise pour chat. J'ai haleté d'horreur en voyant le chat se tenir droit, ses oreilles épinglées en arrière et ses yeux écarquillés avant de charger. Le monstre piétinait le long de la rue principale en béton. Le sol tremblait sous sa taille et son énorme poids. J'ai couru pour sauver ma vie, cherchant désespérément refuge, alors que le prédateur comblait rapidement l'écart. J'arrivai à la mairie juste à temps, fonçant à travers la porte et plongeai à couvert. Le chat atteignit la porte une seconde plus tard, mais heureusement, il était beaucoup trop gros pour entrer. Il fixa l'entrée avec ses yeux prédateurs, ouvrant sa gueule pour révéler des crocs énormes et acérés. Et puis, il a poussé sa patte à travers la petite porte, tendant ses griffes mortelles. J'ai crié, reculant vers le mur du fond, et aussi loin que possible de l'attaque griffue. Heureusement, j'étais juste hors de portée du prédateur, et je suis donc resté relativement en sécurité, à l'intérieur de la structure.
Le chat poursuivit sa tentative d'effraction, mais heureusement sans succès. J'espérais qu'elle abandonnerait et chercherait une autre proie. Mais à la place, la bête est allongée dans la rue principale, fixant la mairie, en attendant patiemment que je sorte. C'était comme si le chat avait une vendetta personnelle contre moi, et n'abandonnerait pas jusqu'à ce que je sois dans son ventre. Je suis resté coincé à l'intérieur de la mairie, au moment où j'écris, sans nourriture, sans eau, ni aucune perspective de sauvetage. Je suis seul, et j'ai peur, et je ne sais pas comment je vais m'en sortir en un seul morceau. 12 juillet 2001, soir. Le chat est parti peu après le crépuscule. En fait, il n'est pas tant parti qu'il a fui. J'ai entendu un miaou aigu, avant que la bête ne file à toute vitesse, secouant le sol sous ses pattes. J'étais soulagé, mais aussi inquiet. Qu'est-ce qui avait effrayé le félin? Était-ce un autre chat ou un chien? Je craignais d'être encore plus en danger qu'avant. Mais là encore, peut-être que le chat avait été effrayé par un être humain. Ma sœur était-elle venue me chercher? Si oui, peut-être qu'elle pourrait me sauver de cette situation infernale. Je me suis recroquevillé à la mairie pendant plusieurs heures avant de me sentir assez courageux pour passer la tête par la porte. À mon grand soulagement, j'ai vu que tout était clair. Le chat n'était nulle part en vue, mais personne d'autre non plus. Me sentant un peu plus audacieux, j'ai choisi d'explorer le village sous la faible lumière de la lune et des étoiles. Ce n'était pas une sage décision. Alors que je marchais prudemment dans la rue principale, devant les magasins de modèles réduits et les lampadaires, j'avais le sentiment troublant d'être observé. Ma gorge était sèche car je n'avais rien bu depuis presque 24 heures. Alors je me dirigeais vers le ruisseau, prenant de l'eau dans mes mains et l'aspirant avidement. Pendant un moment, je me suis senti mieux. Mais ensuite, j'ai levé la tête et je l'ai vue. La figurine de la mort, debout, juste derrière la porte du manoir, me fixant du haut de la colline. C'était sa troisième apparition, sauf que maintenant, ce n'était plus un petit modèle que je pouvais écraser sous mon pied. La faucheuse était maintenant aussi grande que moi. J'étais sûr que cette chose, peu importe ce que c'était, sûrement qu'elle était responsable de ma sinistre situation, en utilisant une forme de magie noire pour me réduire à cette minuscule stature. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais à ce moment-là, une terreur froide m'a traversé, alors que je croyais que j'étais en danger de mort. Tournant les talons, j'ai fui pour sauver ma vie, retournant à la mairie et m'enfermant à l'intérieur. Je suis toujours là, effrayé et affamé. Je n'oserais plus quitter mon sanctuaire avant l'aube. Je ne peux qu'espérer et prier pour que mes perspectives s'améliorent. 12 juillet 2001. Je ne sais pas il est quelle heure. Mon Dieu, l'enfer est à ma porte. Mes propres créations se sont retournées contre moi. J'écris frénétiquement, car je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai dormi pendant une courte période, me réveillant quelque temps au petit matin. Quand je suis allé à la fenêtre, mon cœur s'est figé en voyant mon pire cauchemar prendre vie. Tous mes villageois se tenaient là, dans la rue principale. Les artisans, les écoliers et toutes les professions. Même les 5 précédemment prises. Moins leur tête. Ils se tenaient là, avec une attention menaçante, formant une foule et faisant face à la mairie. Ceux qui avaient encore leur tête avaient l'air plus différents qu'avant. Les sourires qui étaient autrefois sur leur visage se transformaient maintenant en bouches émettant des cris silencieux, et leurs yeux, autrefois amicaux, se rétrécissaient de colère. À leur tête se trouvait mon ennemi juré, la redoutable faucheuse, sa faux à la main, alors qu'elle pointait l'arme sinistre dans ma direction. Et puis, ça a commencé. La faucheuse donna l'ordre en baissant sa faux, en la pointant dans ma direction. C'était le signal. À mon grand choc et à ma grande horreur, les villageois ont tous pris soudainement vie, marchant lentement vers l'avant, d'une manière maladroite, presque mécanique. Je n'avais aucun doute qu'ils voulaient me faire du mal. Je me recroqueville en griffonnant cette note, qui sera sûrement mon dernier mot. Il frappe aux portes et aux fenêtres, essayant d'entrer par effraction. Il n'y a pas d'échappatoire. J'espère contre tout espoir que quelqu'un trouvera ce journal et en parlera à ma famille, à ma sœur, mon neveu et ma nièce. Je suis vraiment désolé de vous avoir repoussé. Je vous aime. C'était la dernière entrée de mon oncle, et je n'hésite pas à vous dire que ces derniers mots m'ont ému aux larmes. Vous vous demandez probablement comment j'ai découvert le journal de feu mon oncle. Eh bien, à bien des égards, c'est par pur hasard,
pendant que j'ai nettoyé le site. Le journal était encore dans sa taille réduite, un livre micro-miniature, moins d'un quart de pouce de dimension. J'aurais bien pu finir par le jeter, avec tous les autres petits modèles. Mais en le tenant au creux de la main, j'ai eu une sensation qui m'a fait penser à mon oncle. J'ai dû acquérir un équipement spécialisé pour voir le petit livre et utiliser un microscope puissant pour lire les paroles de mon oncle. Sa fin terrible défiait toute croyance, et pourtant, je savais dans mon cœur que c'était la vérité. Je n'ai jamais parlé à ma mère de ma découverte, craignant ce que cela lui ferait. Elle est allée sur sa tombe sans jamais connaître la vérité. Il n'y avait pas de corps à enterrer, et je ne peux que supposer que son minuscule cadavre a été emporté par ses assassins, ou consommé par la faune locale. Je n'aime pas m'y attarder cependant, car cela me rend malade d'imaginer les derniers instants de mon oncle. Quant à Mauville, je l'ai fait démolir complètement, et j'ai vendu le terrain. Je ne suis jamais retourné à cet emplacement, durant toutes ces années. Je ne peux m'empêcher de penser que cette étrange tragédie ne se serait pas produite si David était resté en contact avec sa famille. En fin de compte, on pourrait dire que son obsession l'a tué. Je ne sais pas ce que vous ferez de cette histoire. Je ne comprends toujours pas complètement moi-même. Tout ce que je sais, c'est qu'il existe des pouvoirs obscurs au-delà de notre compréhension. Et mon oncle David en a malheureusement été victime. Donc mon dernier conseil est de faire attention, car vous ne pouvez jamais savoir où une obsession malsaine vous mènera.